Retour sur ce plateau, nous prenons la direction du Soudan. Le président de la Commission de l'Union africaine guette un cessez-le-feu pour tenter une médiation. La situation est devenue très critique depuis samedi avec des combats qui opposent les militaires aux paramilitaires. Les appels au cessez-le-feu n'ont pas vraiment trouvé un écho favorable. Un accord obtenu sur le fil par Anthony Blinken lundi pour la journée de mardi n'a pas finalement été totalement respecté. Le temps du cessez-le-feu n'a pas été respecté par les deux parties. Est-on en train d'aller vers un enlisement de la situation au Soudan, Firmin Kouabou? Mais la situation s'est déjà enlisée. Puisqu'il y a déjà plus de 200... Il n'y a plus d'espoir possible pour un cessez-le-feu même? Non, moi je me demande si on ne va pas encore à une guerre civile encore exagérée. Ça fait déjà plus de 40 ans, je dis n'importe quoi, ça fait déjà... plus de 50 ans que le Soudan est en proie à ce genre de violence. Je me demande si ces deux généraux vont accepter un quelconque cessez-le-feu d'ici 2 ou 3 jours. Je ne pense pas. Le général Daglo aurait accepté la proposition faite par Anthony Blinken. Selon d'autres sources, le général Bourhan aussi l'aurait accepté, mais dans les faits, cela n'a pas été respecté. Puisque les armes crépitent déjà, on ne sait pas qui, où se cachent les armes, qui les détient. Et c'est comme quelqu'un a dit, les armes circulent dans le pays. C'est-à-dire, quand ça arrive à ce niveau-là, il est difficile de contrôler. La situation n'est plus sous contrôle. La situation, ils ont déjà perdu le contrôle. Le problème est très simple, c'est-à-dire il y a deux généraux qui ont pris le pouvoir. Et il y a un qui est patron de l'armée régulière, et il y a un qui a une milice. Celui qui est le patron de l'armée régulière dit maintenant on va intégrer cette milice. Maintenant l'autre il n'accepte pas et puis c'est fini. Est-ce que le jour où ces miliciens vont accepter intégrer l'armée régulière, c'est à partir de ce moment-là que le problème là pourrait disparaître. Mais du moment où ils ne sont toujours pas parvenus à un accord, ça va être difficile que ce problème-là soit résolu d'ici peu. Même si il signent un quelconque cessez-le-feu ou un quelconque accord pour faire taire ou les armes, je douterai toujours de la bonne foi du moment où il y a un certain nombre d'intérêts qui sont là. Mais dans cette situation, moi je dis le Soudan ne va pas connaître la paix d'ici quelques années. Parce qu'il y a tellement d'intérêts et il y a tellement de mains puissantes occidentales derrière ce pays. Et ces mains occidentales... Il y a des soutiens africains aussi. Il ne faut pas seulement viser les Occidentaux. Il y a des soutiens africains également derrière le Oui, derrière eux aussi. Je voudrais venir d'abord à Audrey. D'abord, votre lecture de la situation. Est-il difficile aujourd'hui d'obtenir un cessez-le-feu? Difficile, mais pas impossible. Vous savez, quand on lit bien, on peut comprendre que les adversaires même sont ailleurs. C'est-à-dire ceux qui se battent, les gens se battent à travers ces deux généraux. C'est tout. Eux, ils ne sont que des preneurs d'armes et ils ont des troupes. Maintenant, avec la situation actuelle où on accepte, les deux côtés ont accepté de faire taire un peu les armes pour pouvoir rentrer en négociation et tout. Mais à lire, vous comprenez que à leur niveau aussi, ils ne sont plus totalement en possession des commandes. Ils ne contrôlent plus la situation. Ils ne contrôlent plus la situation à leur niveau aussi. Eux, ils ne sont qu'à la tête des troupes. Et du moment où les troupes auront l'ascendance, auront d'influence sur la voix de ces généraux-là, eux, ils peuvent accepter de faire quoi que ce soit, mais ça ne va pas faire taire les armes. Est-ce qu'il y a vraiment de la volonté de la part de ces généraux de faire taire les armes, selon vous? Ils peuvent avoir cette volonté, mais ça ne peut pas être effectif parce qu'aujourd'hui, moi, je le dis clairement, quand j'analyse bien, que c'est une situation qui les échappe à eux aussi. Ils ne sont plus totalement en contrôle au contrôle des manettes. Est-ce que maintenant, ceux qui s'agitent aujourd'hui, qui disent qu'il faut un cessez-le-feu pour permettre aux deux camps de négocier, c'est ça aussi leur inconséquence en matière de course effrénée à l'enrichissement lorsqu'ils se cachent par exemple derrière les pays, qu'ils manipulent des groupes ethniques, parce que là, on va vers une guerre ethnique. Et ils manipulent
les gens juste pour avoir une mainmise et contrôler ce qu'ils peuvent contrôler. Vous savez que cette même situation a déjà conduit à la scission du Soudan. On a le Soudan du Sud. Et le Soudan. Et le Soudan. Oui. Maintenant, c'est le Soudan qui revient à la charge avec cette même situation qui avait déjà conduit à la scission. La question est de savoir qu'est-ce que les gens cherchent concrètement. Il faudra qu'on trouve ce que Et selon les gens vous, qu'est-ce qu'ils concrètement. cherchent concrètement? Qu'est-ce qui Mais pourrait écoutez, être à la base de ces... Je peux dire que peut-être certains mangent et ne donnent pas à manger aux autres. Mais clairement, est-ce que les revendications des uns et des autres n'est pas la cause réelle de ces affrontements? Non. Quand on veut, par exemple, intégrer les paramilitaires à l'armée régulière avec des conditions qui ne sont pas C'était juste une respectées... question d'intégration des forces. On ne sera pas à ce niveau. On ne sera pas à ce niveau. Alors, C'est qu'est-ce que les qui gens pose réellement le habillent, problème? les gens trouvent un moyen pour ne pas exprimer directement ce qu'ils cherchent. D'accord? Vous pensez qu'aujourd'hui, si d'un côté ou de l'autre, quelqu'un arrive à prendre l'ascendant sur l'autre, qui va diriger le pays? Il y a déjà quelqu'un qui s'est autoproclamé, qui dit qu'il contrôle l'aéroport et les plus grands axes du pays. Ce que l'armée régulière a démenti. Voilà. Oui, ils ont démenti, oui, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai ou c'est faux. Donc aujourd'hui, concrètement, ce que les gens cherchent, c'est d'aller là pour aller à la table, pour pouvoir manger un peu. C'est ce que les gens veulent. Et c'est ce qui se passe lorsque vous êtes à la tête d'un pays, vous créez un groupuscule autour de vous qui s'enrichit lorsque les autres s'appauvrissent. Et c'est ça. Et les Occidentaux, souffrez qu'on le dise, les Occidentaux, qui sont des grands commerçants d'armes, qui ont beaucoup de facilité à en donner aux groupes les plus faibles pour, soi-disant, se faire respecter, mais ils viennent. Et comme l'a dit notre hymne national d'alors avec le général Eyadema, quand nous sommes divisés, c'est l'ennemi qui s'infiltre dans nos rangs pour nous exploiter. On ne les aide pas, on les exploite, c'est tout. Et qui exploite actuellement le Soudan? Mais écoutez, qui ne va pas exploiter? Qui avait intérêt à ce que les deux groupes disposent des armes? Et ces armes-là, ils les ont trouvées. Les armes là. L'armée régulière, c'est normal. Attendez, je pense qu'on fait une certaine confusion. L'armée régulière, c'est normal que l'armée régulière ait des armes. Oui, les paramilitaires, ils ont été armés dans une certaine situation qu'on connaît dans les années 2000, dans la guerre au Darfour. Et ils s'approvisionnent comment? Mais quand même, ils ont des armes. Ils ont des armes. Ils ont été reconnus comme étant un groupe officiellement reconnu. Donc c'est normal qu'ils soient armés également. Je ne dis pas le contraire. Ils font usage chaque jour des balles. Ils s'approvisionnent comment? Est-ce que c'est à partir des provisions de l'armée régulière qu'ils sont approvisionnés aussi? Je ne suis pas dans la gestion de l'armée, truc-là. Mais ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que les paramilitaires sont officiellement reconnus par le Soudan. Oui. Et donc, ils ont le droit d'avoir leurs munitions. Peut-être que le Soudan les arme, je ne sais pas. Dans ce cas, on va dire que c'est le Soudan qui achète les armes et qui les distribue aux deux côtés qui ont le droit d'en avoir pour se battre. Non, ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Si vous me permettez, oui, je voudrais ajouter deux petites choses. Première chose, c'est-à-dire, il ne faut pas seulement regarder ce qui se passe. Il faut savoir que des gens ont voulu nous diviser et ils continuent de le faire si bien. Quand le pays commence pas à être un peu plus stable, on cherche encore d'autres occasions pour venir opposer les frères. Est-ce qu'en défendant cette position de quelqu'un d'une main noire qui vient toujours de l'extérieur, nous ne sommes pas en train de nous dédouaner de nos responsabilités? Parce que on a souvent entendu ce genre de discours où on pense que l'ennemi vient toujours de l'extérieur et qui manipule nos frères. Est-ce qu'en le faisant, nous ne sommes pas en train de nous dédouaner comme si nous n'avons aucune responsabilité? Non, en fait, c'est là où je dis, en réalité, la responsabilité nous incombe. La responsabilité nous incombe étant donné que nous laissons tellement nous détruire, nous manipuler et nous détruire. Et aussi, c'est à ce niveau-là qu'il faudrait condamner cette volonté ou cette gourmandise que nous exprimons à la tête de nos États. C'est-à-dire, le blanc vient chez vous et vous dit, et vous offre ceci, vous dit, maintenant je vais vous aider à vous installer et je vais vous aider à détruire vos frères. Puisque vous avez un certain nombre d'intérêts, vous acceptez et vous tuez vos propres frères. C'est ça, en fait. Les blancs ne viennent
pas nous tuer, mais le bon nous instrumentalise, nous utilise pour tuer nos propres frères. C'est ce qui est vraiment dangereux. Et c'est ce qui est en train de se passer. Ils ont quel intérêt à s'entretuer? Ils sont en train de s'entretuer. On se dirait, mais qui se drogue? Mais c'est dans l'intérêt de qui? C'est dans l'intérêt des Occidentaux, parce que les Occidentaux, ils en profitent. Qui a divisé le Soudan? Les Occidentaux ont appelé à un cessez-le-feu. Non, les Occidentaux. Anthony Blinken était sur le point d'obtenir un cessez-le-feu. Oui, bien sûr. Mais attendez, ne soyez pas naïfs. Ne soyez pas naïfs. Ceux qui ont divisé le Soudan, qui ont divisé le Soudan, sont les Occidentaux. Ils sont les Américains qui ont divisé le Soudan. Mais allez chercher ceux qui ont les plus grosses compagnies pétrolières. Mais attendez, mais vous connaissez Susan Rice? Susan Rice qui a été l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies. Elle sait comment le Soudan a été divisé. Les Occidentaux ont divisé le Soudan et nos frères ont accepté cela. Deuxième chose que je voudrais ajouter, maintenant quand vous parlez de la médiation, ils vont venir faire quelle médiation? L'Union africaine? Mais moi je me moque d'eux. Ils me foutent au riz. Quand le coup d'État s'est passé au Tchad, ils ont dit quoi? Quand ça s'est passé au Mali, ils ont dit quoi? Quand ça s'est passé au Burkina Faso, autant qu'on ne va pas négocier un cessez-le-feu au Soudan? Non, est-ce qu'ils ont intérêt? Non, je ne parle même pas d'intérêt. Est-ce qu'ils ont la volonté à ce que la situation se calme au Soudan? Je ne pense pas que l'Union africaine ait quand même la volonté de voir le Soudan se détruire sous ses yeux. Ah bon? On parle de politique, hein? C'est une question de gros intérêts. Non, je vais me tourner vers vous, Valentin, parce que j'ai l'impression que on trouve les responsabilités ailleurs au lieu de peut-être les trouver chez nous. Pensez-vous aujourd'hui que l'Union africaine n'a pas aussi d'intérêt à ce que la situation se calme au Soudan? Oui, mais contrairement à ce que les confrères disent, indexant directement les Occidentaux, moi je m'inscris en faux contre cette tendance parce que vous savez, si vous savez que vous êtes responsable d'une situation, vous pouvez prendre des armes contre cette situation pour en découdre avec ceux qui sont à l'origine de cette situation également. Parce que quand vous faites un peu l'analyse, depuis que le Soudan a connu ces différentes crises, enfin, manifestations qui a découché sur la scission du Soudan et puis tout ce que vous connaissez, et vous allez voir visiblement que c'est une guerre d'intérêt. Cette guerre d'intérêt est bénéfique à qui? Est-ce que c'est seulement aux Occidentaux? Je n'en dirais pas, non. Quand vous prenez les deux généraux aujourd'hui, qui sont visiblement là, chacun tire les éléments de son côté, vous n'allez pas nous dire aujourd'hui que c'est les Occidentaux qui disent peut-être à Bourhan, qui est le président régulier, enfin le général régulier, à l'autre qui manifestement se dit que chacun est dans une question de leadership. Si ce n'est pas moi, ce n'est pas l'autre. Et quand c'est comme ça, je vois le rôle un peu très négligé de l'Union africaine. Aujourd'hui, par exemple, quand le président de la commission de l'Union africaine dit qu'il faut un cessez-le-feu avant de faire une médiation, on pouvait quand même entamer cette médiation-là autrement, pas au Soudan. Il faut comment l'appelle-t-on, une réunion de crise que l'Union africaine pouvait organiser en dehors du Soudan. Qui avait déjà eu lieu. On a pris la résolution de dépêcher le président de la commission au Soudan. En fait, c'est ça. Du moment où la situation n'est pas encore stable, comment est-ce que le président de la commission de l'Union africaine peut se rendre dans ce pays quand la situation est encore délétère? C'est un peu difficile. C'est pourquoi moi je dis en amont, on devait trouver... Et c'est pourquoi on essaie d'obtenir un cessez-le-feu. Oui, ce cessez-le-feu, ce n'est pas dans la bouche. Il faut créer les conditions pour un cessez-le-feu. Et quelles seraient ces conditions pour obtenir le cessez-le-feu? Moi, à mon avis, on connaît les deux belligérants. On connaît les deux, on connaît comment ça fonctionne. Si vous connaissez à la tête de ces deux groupes-là, vous connaissez les ténors, au lieu que vous dites cesser les feux ou nous appelons aux gens pour discuter avec ces personnes. Peut-être qu'ils ont des motivations. Pourquoi est-ce qu'ils prennent des armes? Aujourd'hui, quand vous prenez même les groupes non réguliers là, et ils ont une avancée. Ils sont en train de prendre pratiquement même en allant vers la capitale. Et ils donnent même des alertes comme quoi, si rien n'a été fait d'ici peu, ils prendront l'aéroport. C'est ce qu'ils ont dit. Et mais nous n'allons pas négliger ça également. Pourquoi est-ce que cela? D'où viennent les armes? Comme les uns et les autres l'ont dit, je me dis que les armes, ceux qui fabriquent les armes aujourd'hui, c'est justement pour les vendre. Il faut créer une situation d'instabilité pour vendre les armes. Si nous, Africains, le savons, pourquoi est-ce que nous allons nous jeter dans cette bassesse-là? C'est là, je dis, à un moment donné, donnons-nous la responsabilité. Dites-nous que il faut que nous trouvions nos problèmes, les solutions à nos problèmes. Et nous n'allons pas jeter
à chaque fois l'anathème sur une puissance quelconque qui disent non, que c'est eux qui sont en train, qui sont derrière nous. Et nous sommes quoi? Nous faisons quoi concrètement pour répondre, apporter des réponses à nos problèmes? Chaque fois quand nous parlons de la guerre dans tel pays, on dit que c'est les États-Unis, que c'est l'Europe et tout. Mais quand vous connaissez comme ça, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas, ou nous ne pouvons pas nous maintenir constants dans nos actions pour qu'à un moment donné, ces puissances-là ne puissent pas avoir de l'intrusion? Mais malheureusement, nous sommes là, même ne faisant rien, nous attendons que de l'extérieur qui viennent nous apporter des solutions. Par exemple, quand le Guterres a appelé à un cessez-le-feu, il dit même qu'il y aurait une assise à ce niveau-là, à ce sujet-là, pour apporter des réponses. Mais je me dis que si vous attendez que c'est ces Occidentaux-là qui viennent apporter, qui viennent nous résoudre nos problèmes, malheureusement, nous n'allons pas nous en sortir. Merci beaucoup. Mais dans ce genre de situation, tout le monde appelle à des négociations. L'Union africaine en a appelé. Oui, tout le monde appelle. Ce n'est pas seulement les Occidentaux, et c'est normal. Oui. L'ONU, l'Union africaine, le monde arabe, et ainsi de suite. Mais moi, j'ai l'impression que vous avez tendance à nous faire comprendre que eux tous, ils ont un intérêt à ce que la situation dégénère au Soudan. C'est ce que je ne comprends pas. Oui, mais Rodi Gaïgo, vous voulez réagir? En fait, avant d'avancer, je dis, ils nous lient comme des chameaux dans des conditions qu'on ignore. Ils nous mettent souvent en bateau vers des destinations qu'on ignore. Ils allument le feu, ils l'activent et après ils viennent jouer aux pompistes. C'est ce qui se passe. Vous comprenez? Et dans mon développement, je l'ai rattaché aux conséquences directes de la gloutonnerie politique à la tête des États. Lorsqu'on devient président d'une république, on prend tout pour soi et pour son petit groupe. On laisse la majorité moisir. Et lorsque cette majorité opte pour les armes comme approche de solution, ça crée ce qui se passe au Soudan. Aujourd'hui, pour le moment, ce n'est pas encore les civils qui ont pris les armes. Ce n'est pas encore les civils qui ont pris les armes. Et pourtant, les victimes, c'est les civils. Écoutez, oui, mais sauf que vous oubliez que dans les paramilitaires, ce sont des civils. Pas totalement, c'est pas l'armée régulière. Effectivement. C'est pour ça qu'on parle de leur enrôlement. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs en Côte d'Ivoire. Ouais. Après, quand Gbagbo est parti, il y a des gens qui ont réclamé être intégrés. Après, ils ont été assassinés. Après, ils ont été assassinés. Ils ont accepté dans un premier temps, ils les ont intégrés. Après, ils ont été assassinés. Revenons sur le Soudan. S'il vous plaît, revenons sur le Soudan. En aide des Congo. Revenons sur le Soudan. Oui, et donc, aujourd'hui, la faiblesse des organisations continentale, l'Union africaine et de l'organisation continentale, l'Union africaine, et des organisations sous-régionales, à l'instar de la CEDEAO, CEAC et les autres là, qui créent cette situation. Ils sont là, ils attendent, ils restent, ils n'anticipent pas, ils ne prennent pas des résolutions fermes. Ils sont là. Lorsqu'il y a un coup d'État, ils disent nous sanctionnons, nous condamnons, nous fermons les frontières. Et ailleurs, ils prennent acte. Non, ce n'est pas ça. Excusez-moi. Ce qui se passe malheureusement, je l'ai dit, c'est l'inconséquence de ceux-là qui ont les moyens pour éviter ces chaos à la tête des États. Ils ne le font pas. Ils mangent bien, les autres ne mangent pas bien. C'est le problème, je vous dis, c'est le problème fondamental. Reprenez le discours du capitaine Traoré au Burkina Faso. Qu'est-ce qui a calmé un peu les gens dans un premier temps? Il dit, il est allé au front. Il a vu pourquoi les gens partent prendre les armes. Les gens n'ont pas accès à l'eau potable. Et au même moment, qu'est-ce que d'autres boivent chez eux? Il y en a qui commandent même l'eau minérale depuis l'Europe. Qu'ils boivent. Avec l'argent de quoi? L'argent du contribuable. Il y en a qui ont confondu leur port avec le statut de président, qui ont confondu le trésor public à leur poche. Non. Mais donc, pour régler ce problème, je pense qu'il faut aujourd'hui se dire qu'il faut une politique de partage des ressources générées par les sous-sols de nos États. Il faut éviter de créer des frustrations. Parce que lorsque ces frustrations grandissent et ouvrent la voie et la facilité à d'autres d'accéder à des armes, ça crée tout ça. Firmin a parlé, on ne peut plus compter aujourd'hui les morts. On en tue tous les jours. On en tue d'hier à aujourd'hui. Combien n'a-t-on pas tué? On en tue tous les jours. À cause de quoi? Plus de 2500 blessés déjà. Donc, on peut régler ce problème. On n'avait pas besoin d'attendre que ça dégénère
avant de dire... Je vais vous donner l'exemple pour chuter. Quand on veut créer un dépotoir, vous savez comment on crée un dépotoir? Non, allez-y. Est-ce qu'il y a une formule magique pour créer un dépotoir? Allez-y. C'est lorsqu'on jette petit à petit les ordures sur un même endroit, tous les jours, et qu'on ne brûle pas ça, on ne prend pas soin d'entretenir le coin, on ne ramasse pas ça, on ne dégage pas ça, ça devient dépotoir. Lorsque ça devient dépotoir, ça devient nuisible à tout le monde. Voilà. Okay. Même si c'est deux personnes, même si c'est deux personnes qui ont pris le temps de verser à petits coups ces ordures-là sur la même place. Merci beaucoup, on a compris l'analogie. Vous savez, Omar el-Béchir a quitté le pouvoir, ça fait déjà des années. L'Union africaine était... Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. C'était en 2019. Ça fait beaucoup, ça fait déjà des années. Et ça fait des années qu'il y a eu un coup d'État et qu'il y a des généraux qui dirigent ce pouvoir-là. L'Union africaine était où? Pour les aider à remettre le pouvoir aux civils. L'Union africaine a fait quoi? Si l'Union africaine... C'est le processus qui a échoué en début avril quand on devait signer l'accord pour que le général Bourhan cède le pouvoir aux civils en début avril, mais qui n'a pas tenu, qui a conduit à cette étape-là. Il faut dire qu'il y a un processus qui a été en cours, mais qui a chuté en début avril. Quelle a été la partition jouée par l'Union africaine? L'Union africaine, est-ce qu'elle existe même? D'où toutes ces ressources lui viennent de l'Union européenne, des États-Unis, du Japon, de la Chine. L'Union africaine a quelle force? Et en fait, le problème, pour conclure, le problème est très simple. Il faut que nous, Africains, nous ayons une volonté de développer notre continent. Il faut que nous sachions exactement là où nous voulons aller avec notre continent. Vous savez, regardez, c'est la même situation que vit la RDC. Du moment où ces pays, ces États contiennent ou regorgent d'assez de ressources et que nous n'avons pas la volonté de les exploiter nous-mêmes pour pouvoir en faire des Eldorado pour nous et pour nos enfants, les Occidentaux vont être quelque part et vont chercher toujours à déstabiliser ces zones-là. Regardez l'Est de la RDC. La RDC, l'Est a été déstabilisé aujourd'hui par le Rwanda en complicité avec des puissances occidentales. Maintenant, qui dit quoi? Qui fait quoi? Maintenant, le président rwandais, il est qui? C'est un blanc? Non, ce n'est pas un blanc. C'est un Africain. Il a même la peau. C'est le néocolonialisme. Il a même peut-être, il est plus noir que moi, mais il se comporte comme un occidental. Il fait tuer ses propres frères tous les jours. C'est des allégations que le Rwanda n'a jamais reconnues, que le Rwanda. Comment voulez-vous que le Rwanda reconnaisse ça? Mais comment voudrez-vous que le Rwanda aussi reconnaisse si le Rwanda n'est pas le responsable? Je pose juste une question. Comment voudriez-vous que le Rwanda reconnaisse si le Rwanda n'est pas responsable? Nous allons revenir à la situation du Soudan. Ma dernière question, je commence par vous, Mayaba. Est-ce qu'on risque de se retrouver dans une situation comme celle de la Libye aujourd'hui avec deux dirigeants? On sait que la Libye a 2 premiers ministres. Est-ce qu'on risque de se retrouver finalement au Soudan avec 2 généraux qui gèrent le pays? Non, je ne pense pas, parce que d'abord la volonté au niveau de 2 généraux est manifeste pour un cessez-le-feu dans tous les cas. Maintenant, ce qui ne saute pas aux yeux parce que le cessez-le-feu n'a pas été obtenu. Oui, je suis d'accord, mais sauf qu'à un moment donné, il y a un certain nombre de choses qu'on devait faire en amont avant peut-être de penser à un cessez-le-feu exact ou immédiat, mais ça n'a pas été fait. Mais aussi l'autre aspect, à un moment donné, quand les voix se lèvent de partout et tout le monde est convaincu qu'il faut aller à un cessez-le-feu, il faut d'abord une table de négociation, il faut asseoir les différents parties autour d'une table de négociation. Je crois que ça peut ne pas être le cas libyen. Et à ce niveau aussi, je ne pense pas. Aujourd'hui, j'ai mal quand souvent on dit que nous, Africains, on nous instrumentalise. C'est un peu honteux de concevoir cet aspect de la chose comme ça. Mais on se laisse manipuler, instrumentaliser. Malheureusement, je ne pense pas, par rapport à ce que même Rodrigue disait tantôt, que c'est parce que les autres ont faim qu'ils prennent des armes pour tuer les autres. Les uns ont faim. Enfin, je ne pense pas. Pour un homme, c'est pas la pauvreté, elle est partout. Hein. Mais pour la vie, elle est sacrée. Je ne peux pas prendre l'âme parce que j'ai faim, parce que je vais tuer Firmin, parce que j'ai faim, parce qu'il mange. C'est inconcevable. On doit sortir ça de notre tête. À un moment donné, c'est vrai. Cette façon de gouverner, la gouvernance est un des problèmes, des problèmes qui, ma foi, engendre cette situation. Je suis d'accord. Mais nous devons quand même
à un niveau donné, se dit que non, quelle que soit la précarité, Oui, ça, je suis d'accord avec toi. quelle que soit la précarité dont nous sommes victimes, on ne pourrait pas prendre des armes contre les autres. Ce n'est pas possible. C'est idiot. C'est idiot. Donc, Valentin, y a-t-il espoir aujourd'hui qu'on arrive à un dénouement positif de la situation au Soudan? Oui, je suis sûr qu'avec ce qui est en train de se passer visiblement, si l'Union africaine a cette volonté d'apporter une réponse à cette question-là, il est important que très prochainement, c'est vrai qu'il y avait une première médiation qui a tenté, qui a choisi même le président de la Commission de l'Union africaine pour aller discuter avec les belligérants. Je pense que dans ce temps-là, dans cet élan, il y a des forces un peu plus indiquées qui puissent quand même faire le travail en amont avant qu'on arrive à un cessez-le-feu. Mais la situation ne va pas perdurer. Le Soudan ne va pas quand même, puisque aujourd'hui, c'est depuis que comment l'appelle-t-on, Béchir est parti du pouvoir, il n'y a pas eu d'élection. C'est en fait ça le problème. Quand il n'y a pas d'élection et que c'est quelqu'un... Selon les accords, le temps des élections n'est pas encore arrivé. Oui, c'est ce que je dis. Il faut tout faire pour arriver à ces élections. Alors, s'il n'y a pas le cessez-le-feu, ce serait difficile pour organiser une élection dans cet état-là. Et ce serait un peu compliqué. Mais nous appelons de tous nos voeux pour que toutes les entités-là unissent leurs forces pour qu'on puisse trouver une solution définitive. Je vais dire 3 choses. Oui. La première, la remise du pouvoir aux civils n'est pas la solution à cette crise. Pourquoi? Secondo, les élections, pour des élections, ne sont pas la solution à cette crise. Oui, troisième. Tertio, l'Union africaine ou l'ONU ne vont pas arriver à régler ce problème si ceux qui sont concernés n'ont pas dit, écoutez, ça en est de trop, il faut qu'on arrête. Et la solution serait quoi alors? La solution aujourd'hui, à mon avis, il faut accompagner ceux-là avec les canaux qu'ils ont pour discuter avec eux, pour leur faire comprendre qu'il faut que vous êtes prêts à les aider, mais qu'ils doivent prendre telle mesure dans un premier temps. Parce que ce qu'ils ont aujourd'hui, de part et d'autre comme force, ce sont les armes qu'ils ont. Donc si vous leur dites de déposer ces armes-là, dans un premier temps, vu que des gens en ont été victimes ailleurs, ils ne vont pas accepter dans un premier. Ils ne vont pas accepter. Il faut donner des garanties que ce qui les a poussés à prendre les armes va changer. Et il faut commencer par changer cela. C'est très important. S'il y a des localités dans lesquelles il n'y a pas l'électricité, envoyez l'électricité là-bas. Aidez à envoyer l'électricité là-bas. S'il y a des localités dans lesquelles il n'y a pas de l'eau potable, commencez par trouver des moyens pour envoyer l'eau potable là-bas. Et petit à petit, vous allez couper les petites racines qui maintiennent les racines principales. Et au sommet, la solution peut être envisagée. Moi, tout le temps, quand on dit, on prend le Mali, il faut transférer le pouvoir comme c'est la solution. Non. Et il faut qu'on règle les problèmes de gouvernance dans nos pays. Merci c'est très beaucoup. important. Merci beaucoup, Rodrigo. 1 minute. Oui, c'est comme vous me demandiez s'il y aura un jour une certaine paix en RDC. Moi, je ne réponds pas à la négative. Nous parlons du Soudan. Oui, bien sûr. C'est comme vous me demandez s'il y aura d'ici quelques années paix en Libye. Moi, je ne réponds pas à la négative. La même chose ici. C'est qu'il n'y a pas d'espoir pour le Soudan. Non, il n'y a pas d'espoir. Pour le moment, il n'y a pas d'espoir. Du moment où, vous savez, le Soudan seul peut nourrir toute l'Afrique. La RDC, c'est 65% des richesses mondiales. Les Occidentaux ne vont jamais chercher à ce que ces zones-là soient stables. Autant ces zones seront stables, autant ils auront des difficultés chez eux. Nous devons toujours chercher à déstabiliser nos zones-là. Et quand ces zones sont instables, ils en profitent pour piller nos ressources. Merci. Et ceux-là qu'ils utilisent, c'est nous, ce sont nos frères, ce sont nos chefs d'État. Mais il est temps aussi que nous prenions nos destins en main. Mais malheureusement, nous n'avons pas encore tous les éléments nécessaires pour prendre nos destins en main. Merci beaucoup, Firmin Teko Agbo. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient pour la suite de ces débats.